Bonjour et merci de me retrouver pour ce moment de rencontre et d'entretien avec les gens qui comptent dans l'Église d'aujourd'hui. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir un frère prêcheur, un dominicain donc, qui est historien, étudie l'histoire de son ordre et en particulier les cathares et plus généralement l'histoire de l'Église médiévale. Mais il est aussi un peu bourlingueur, notre invité d'aujourd'hui, puisqu'il a beaucoup voyagé, a vécu pendant 20 ans en Haïti, où il a rencontré tous ceux qui comptaient dans la théologie de la libération, comme Gustavo Gutiérrez ou Don Pedro Casaldiga. Rentré en France, il s'est consacré à son enseignement d'histoire tout en animant la vie intellectuelle autour des couvents de Toulouse et de Montpellier. Et en même temps, fidèle à ses expériences caribéennes, il ne cesse de rencontrer les plus pauvres et se questionner sur ce que disent les personnes en grande précarité à notre société d'abondance. Bonjour Gilles Denroch. Bonjour Régis. Je suis très heureux de vous avoir. On peut le dire, on se connaît, donc il y a peut-être un tu qui va échapper dans la conversation, mais ça n'a pas d'importance. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de cette présentation ? Bon, écoutez, elle me va bien. C'est vous ? Oui. Puis, on va y donner un petit peu de chair sur ce squelette. Alors, allons-y. Alors, c'est toujours la question un peu rituelle. Comment est-ce qu'on devient Gilles Denroch ? Comment vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit ? Et oui et non. Et je pense qu'on peut répondre par les deux aspects. C'est-à-dire que en relisant ma vie à mon âge, j'ai 74 ans dans quelques jours. Bon anniversaire. Donc, merci beaucoup Régis. Et donc je peux avoir cette espèce de recul et voir des fils rouges, des continuités profondes. Et en même temps, c'est les gens que j'ai rencontrés, comme vous et d'autres, qui me façonnent au fur et à mesure. Et puis, il y a cette merveilleuse comparaison de saint Irénée que l'Esprit Saint, c'est la main, même le doigt de Dieu. Je viens de vivre un maquillage qui, au fur et à mesure de la vie, nous façonne à la ressemblance. Eh bien, j'aime bien cette idée de l'image qui est le donné et la ressemblance qui est tout cet itinéraire où on essaye de ressembler, avec l'aide de l'Esprit Saint, justement à l'Évangile, au visage de Jésus. Voilà. Alors, je suis un peu les deux. Alors, 74 ans, ça nous met... Alors, si je calcule bien, vous avez 18 ans en 68, en fait. Oui, exactement. Et alors, ça s'était passé comment ? Donc, il faut aller en 68. Vous êtes un fils de 68 ? Oui et non. Et ça me plaît. Vous n'arriverez pas, Régis, à me mettre dans une case bien définie. On part de ça ? On peut être d'accord ? Voilà. Part de ça. J'ai passé le bac en 67. Je suis à ce moment-là à Paris et j'entre en Hippocagne à Henri IV. En 68, donc j'ai vécu au quartier latin, entre Louis le Grand, où il y avait Olivier Clément qui enseignait l'histoire. Donc le grand théologien orthodoxe. Voilà. Mais je l'ai connu aussi comme historien et on discutait dans les cafés pendant des heures et des heures. C'était une époque de grandes discussions. Et là, on travaille plusieurs matières. Et c'est ça qui est intéressant dans les classes préparatoires, c'est qu'on a de la philo, de la littérature, je suis un passionné de littérature, de philo, et ça m'a conduit aussi vers la philosophie contemporaine, puisque redécouvrant la foi au cours alors que je suis d'une famille chrétienne, donc le petit Gilles du début, il est toujours là. Une famille chrétienne, je veux dire, qui vivait quelque chose de l'Évangile, et je suis toujours redevable à cette famille de m'avoir conduit jusqu'à aujourd'hui. Pas une famille avec un christianisme sociologique, comme on disait, un christianisme vécu. Non, mon père faisait partie des groupes Marc Sangnier, Le Sillon. Il pouvait aller à la sortie du métro comme militant. Je veux dire, il y a quelque chose de fort. Et du côté de ma mère également. Donc, pas de souci. Deux enseignants avec une carrière qui les amène à Paris. Quand on est dans un lycée, on arrive finalement du Midi à Paris. Maintenant, je suis redescendu dans le Midi. Alors, à propos de mes 68, c'était une période où tout semblait possible.
Et c'est ça qui est intéressant. Et ce qui est aussi dur à constater avec le recul, c'est que tout est possible, mais il y a une mainmise de l'idéologie que j'ai subie, d'une certaine manière, surtout à la Sorbonne, enfin à Censier-Sorbonne à l'époque, où 3/4, on va dire comme ça, hein, à la louche, des profs et surtout au moment des examens, des maîtres de conférences et des vacataires nombreux qui servent, voilà, l'université française, eh bien, ils étaient, que ce soit l'histoire ou la philosophie, ils étaient en gros de la vulgate marxiste. Et ça, hein, dès qu'il y a de l'idéologie, je ne sais pas comment ça se passe pour moi, mais j'ai une éruption de boutons. Et donc, je tolère pas l'intolérance. Ouais. C'est ça, c'est le fait d'orienter sa pensée ou d'asservir sa pensée à quelque chose. Mais, par exemple, je passe un examen, grâce à la formation en latin-grec qu'on avait et en littérature. Bon, on me demande en histoire ancienne, en histoire de l'Antiquité, qu'est-ce que la classe sénatoriale, etc. Bon, je cite du Cicéron, etc. Et à la fin, mon examinateur me dit, écoutez, voilà, nous devons arrêter, mais ce n'est pas cela que je vous demandais. Je vous demandais quelle était la lutte des classes pour les sénateurs au 1er siècle de notre ère, et vous avez répondu à côté, je vous mets 1. Voilà, et j'ai dû repasser en septembre, c'est le seul examen. Ouais. Voilà. Et ça, je supporte pas. Des années après, ça vous... Ah bah oui, et vous l'avez jamais vu dans l'église Ah mais si. Peut-être que justement, le oui et non que je vous ai donné tout à l'heure, eh bien c'est le fait que dès que l'idéologie, l'enfermement, l'emprisonnement, l'emprise se fait, j'essaye de passer. Parfois il faut fuir, hein. Ouais. Oui, parfois il faut prendre des chemins de traverse. Il ne faut pas résister de front. C'est ce que j'ai appris en rencontrant certains personnages dont on peut se dire qu'ils sont pervers, enfin, d'une certaine manière. Ouais. Et on apprend, on vous dit, les spécialistes vous disent, il faut fuir. Ouais. Donc, peut-être que de temps en temps, affronter quand c'est utile. Mais justement, j'ai acquis aussi, et dans les années où je suis entré chez les Dominicains, dans les années 73, après le Larzac, après etc., enfin beaucoup de choses, j'ai rencontré aussi l'Arche de Lanza del Vasto et la non-violence active. Et ça, c'est important de voir qu'il y a des combats de front, des combats de côté, mais que la violence ne mène nulle part. Elle vous auto-enferme sur vous-même. Ouais. Et donc, il faut être libre, profondément libre. Donc, même par rapport à l'idéologie, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être profondément libre. Et à mon avis, c'est comme ça qu'on suit l'Évangile. L'évangile, c'est un évangile de libération. Et même plus que de libération. L'objectif, c'est une liberté de la rencontre avec Dieu. Dieu est celui qui nous respecte le plus sur cette terre. Voilà. Et ce respect de Dieu nous rend libres. Voilà. Mais en même temps, la liberté, c'est bien sûr le contraire du n'importe quoi. C'est la liberté d'une quête profonde de vérité et de justice. Alors tout ça, voilà, c'est aussi mai 68 avec cette ce frein de relecture qu'il y avait le danger, tout est possible, et la récupération idéologique. Vous rentrez chez les Dominicains. C'est une
comment dire, une histoire familiale, c'est-à-dire que vos parents étaient proches de cet ordre-là. Parce que justement, vous parlez de liberté, etc. C'est un ordre, il y a des prieurs, des super prieurs, un maître de l'ordre, non, enfin je ne sais pas comment on appelle ça, des provinciaux, etc. Donc c'est une société très hiérarchisée. Pour quelqu'un comme vous, qui avait ce côté un peu, voilà, de liberté, c'est paradoxal. Alors, une toute petite parenthèse, on peut faire de la pub. Tout est possible ici. Voilà. Alors, Régis, vous devriez inviter le frère Bruno Cadoré. Il est à Paris, donc c'est plus facile. Et peut-être que le métro marchera ce jour-là. Enfin, donc tout va bien. Qui a été maître de l'ordre pendant 9 ans et qui vit ici au couvent Saint-Jacques. Et qui pour moi aussi il a passé 2 ans en Haïti, juste après moi, comme coopérant. Et il est médecin, voilà. Et donc cette attention aux personnes avec qui l'on vit est aussi une attention au respect et à la liberté, et savoir que c'est par leur liberté et la mienne que le meilleur va se produire, enfin, va créer une situation nouvelle. Donc, oui, un ordre, pour moi, rentré en 74 à Toulouse, un petit peu, il faudrait le dire, dans le sillage du renouveau charismatique, de toutes ces communautés nouvelles qui se créent. Et en même temps, peut-être, cette peur de l'idéologie et cette voir aussi déjà que être libre absolument, ce n'est pas simple. Ouais. Et qu'il y a des gourous, il y a toutes sortes de gens. Voilà, en fait, ils étaient déjà là. On les a découverts lors des affaires. Étaient là, et ils moi, étaient là, évidemment. Je ne sais pas, je repense quand même à l'Esprit Saint. Ouais. Il peut donner dans son extrême force délicate ou délicatesse forte. Là encore, oui et non, vous voyez. Et il avertit. Là, fais attention. Tandis que dans l'ordre à cette époque, j'avais une tradition de liberté qui m'a sauté au visage. Et c'est pour ça que il y a eu la réouverture d'un noviciat à Toulouse dans ces années-là. En ces années 70, au début des années 70. Parce que le noviciat commun des 3 provinces, à l'époque, il y avait Paris, Lyon et Toulouse, noviciat commun à Lille, il y avait aussi, il a été fermé parce que on envoyait des novices, peut-être, j'en sais rien comment ça s'est passé, en usine, enfin, il y avait aussi du trop. Ouais. Du trop, du côté de l'idéologie possible, de l'idéologie politique de cette époque. Et moi, je ne rentre pas dans les cadres d'idéologie politique. Je suis pas du tout... Je peux être militant, mais militant non violent. Donc, voilà. Alors, vous faites votre formation. On va accélérer un peu parce que... Oui, il faut... J'aimerais arriver à Haïti. Alors, ça ressemble à quoi, Haïti? C'était donc l'époque de la dictature. Alors, j'ai connu Jean-Claude Duvalier. Personnellement? Non, là, heureusement. Il ne m'a pas invité, je suis désolé. Vous auriez pu nous raconter. Non, mais j'ai connu les tontons Macoutes, par contre. Justement parce que j'ai pu aller en 2 temps comme coopérant. Donc l'équivalent du service militaire. Et donc j'ai refusé de faire le service militaire. On m'a envoyé à la coopération. Et la coopération, il s'est trouvé que une nouvelle équipe de 3 frères, 2 frères haïtiens et un frère de Toulouse, de Montpellier, ouvrait une présence en Haïti depuis 1971-72. Et là, en 75, je finis mon noviciat et je pars en coopération 2 ans en Haïti. Et c'est très intéressant parce que j'y vais, je ne suis pas prêtre, je ne suis pas en ministère, je suis un frère, on m'appelle frère Gilles, et en Haïti, on m'appelle frère Gilles, comme vous pouvez m'appeler frère Gilles. Mais je le continue, je ne vous appellerai pas mon révérend père. Très bien. Non, je ne refuse pas d'être prêtre, loin de là, mais je le vis sur le mode, disons, de la fraternité.
de la rencontre, de la fraternité. Et Saint-Dominique, on y viendra. On va y venir. Saint-Dominique, en 1206, quand il arrive à la fameuse rencontre de Montpellier, il se fait appeler définitivement frère Dominique. Non pas tous les titres de chanoine, d'osma, de sous-prieur, de tout ce que vous... Et ça, c'est ce que j'aime aussi, cette liberté-là de la fraternité de Saint-Dominique. Et alors, je suis revenu après ma formation, en janvier 83, je m'en souviens très bien, et je suis revenu dans la même équipe, voilà, qui avait continué. Et cette équipe n'a pas pu s'implanter à Port-au-Prince à cause des tontons macoutes. La ville, et on ne pouvait pas être en contact, par exemple, avec le monde étudiant, parce que c'était trop quadrillé par le système duvalieriste. Donc on est allé dans une paroisse, mais pour moi, ça a été bien heureux. C'est-à-dire que j'ai pu vivre dans une paroisse grande comme la Martinique. On a eu même 2 paroisses, 135 000 habitants, on est une petite équipe de 3-4 frères. Pour tout ça, une seule route, tout le reste à mulet et à pied, à la rencontre des gens. Mais c'est ce qui me va. Même si le choc est un peu rude tout au début. Hein. Et c'est ainsi que je suis rentré en Haïti, non pas frontalement contre le duvalierisme, etc., et intellectuellement essayer de... Mais à la rencontre de personnes, qui m'ont appris à vivre. Je donne un petit exemple, si vous voulez. Absolument. Hein, une fois, je suis monté dans une montagne en créole, ça se dit un morne. Bon. En plus, là, c'est un morne qui s'appelle le morne Vendredi Saint, des montagnes noires, enfin bref, et la chaîne des chaos. Bon, pour vous dire. Bon, c'est quelque part nulle part, voilà, en haut d'une montagne. J'arrive, je savais déjà, j'ai appris le créole et j'aime beaucoup cette langue. On pourra y revenir, parce que la question des langues, c'est très important, comme la question de l'histoire, la question de la philosophie, et la question des très pauvres. Il y a une langue à apprendre. Hein, une langue de la vie. Oui, une langue de la vie. Et j'arrive pour un dimanche, donc tout le monde arrive à l'église, voilà. Il faut des heures de marche pour y arriver, donc on prend son temps. Et je prêche comme je sais le faire, je savais le faire, avec un papier. Et un petit groupe de paysans, mais hyper sympa. Moi, c'est mes grands amis, même si beaucoup sont morts parce qu'on meurt plus jeune que moi. Ils m'ont formé à la vie. Et un petit groupe de 3-4, à leur sortie, ils me disent « Frère Gilles, on se connaissait un peu. Frère Gilles, dimanche prochain, tu n'as pas de papier. » J'ai dit, écoutez, voilà. C'est mon boulot. Je suis étranger, c'est pas ma langue maternelle, je connais pas bien la situation, j'ai toujours fait comme ça. Ouais. Ça m'a étonné que j'ai dit ça. Je crois que c'est un mot que j'entends encore. J'ai toujours fait comme ça. Non, c'est pas Gilles, ça. C'est pas frère Gilles. Donc, bon. Et puis, donc je me défends. C'est-à-dire que je n'ai pas encore écouté ce qu'ils veulent me dire. Voilà, le premier réflexe, j'ai 33 ans, 34 ans, ouais. Voilà, le premier réflexe, mais non, je défends ce que je fais. Ouais. Puis au bout d'un certain temps, je vois qu'ils me disent avec une assurance, mais non, dimanche prochain, de toute façon, comme s'ils me disaient, de toute façon, tu n'auras pas de papier, qu'est-ce que tu discutes? Et puis finalement, je leur ai dit, et c'est significatif pour moi, et pourquoi vous me dites ça? Ah, je dresse l'oreille, je commence à écouter. Et là, ils me disent, eh bien, parce que quand tu as un papier, nous, on n'est pas là. Ça, c'est une leçon de prédication. Pour un frère prêcheur... Ah oui, parce que c'est quand même votre boulot, vous êtes des pros de ça. Hein. Et oui, et ouais. Je peux vous dire que depuis
ce jour-là jusqu'à hier à Rangueil, à la messe de Donc, 10h30, à Toulouse, oui. je n'ai pas de papier. Ça ne veut pas dire que je ne prépare pas. Hein. C'est ça. Vous savez ce que c'est un sermon, c'est une idée et encore. Voilà. Ouais, bon. Donc voilà, typiquement, mes rencontres fondatrices, formatrices plutôt même, au langage de la vie que j'ai appris en tant que frère prêcheur en Haïti. Voilà. Et si après, je suis revenu donc comme prêtre en 83, après, il m'a fallu travailler aussi à la ville, à Port-au-Prince. J'ai connu là le président Aristide, qui était le père Aristide à cette époque. J'ai connu des gens importants de la pensée et du travail que j'ai pu mener comme co-créateur de la commission Justice et Paix d'Haïti et Justice et Paix de l'ordre dominicain en Amérique latine et Caraïbes. Donc c'est là que j'ai pu rencontrer Gustavo Gutiérrez et beaucoup de Et le beaucoup de gens. sous-commandant Marcos. Alors oui, donc c'est grâce à ce réseau Justice et Paix On va y revenir. Amérique latine. On va y revenir, mais Voilà. j'ai quand même une question. J'imagine que là, c'est la découverte de la pauvreté, de la très grande pauvreté. Est-ce qu'on n'a pas quand on est là, dans ce contexte-là, est-ce qu'on n'a pas une sorte d'interrogation pour savoir pourquoi ça continue? Enfin, je veux dire, on a cette sorte de pauvreté, on a l'impression qu'ils sont installés dans une sorte de misère. Haïti, pour moi, ça n'est que ça. La misère... Ma question est un peu provocatrice. Hein. Non, mais je prends toutes les questions. Oui, voilà. Et même je suis là. J'ai le droit de dire oui et non. Je suis là. Mais voyez. Mais la misère, ça n'existe pas. Ouais, je tiens à dire, les ceci, ça n'existe pas. Il y a des ceci. Ouais. Il y a des personnes qui, de façon très diverse, mais il y a comme une sorte d'aimantation invisible. Et là, on pourra parler de la misère qui va colorer, structurer toutes les autres relations, même des personnes qui sont riches. Voilà. Donc, c'est sûr que cette question de la misère, elle est fondamentale. Parce que la misère, moi, je me la représente comme ce lieu de non-vie. Oui. Une maman... et moi j'étais dans la maison de torchis et de paille à côté, et on entend tout. J'ai entendu que son enfant a pleuré de faim. Je sais reconnaître ce que c'est qu'un pleur de faim d'un enfant. Et toute la nuit, elle a essayé de le calmer, de le laisser dormir. Peut-être elle aussi était épuisée. Hein? Et le matin, je la vois pour partir. Je prends mon sac à dos, mon mulet et on s'en va. Et elle m'a dit bonjour malgré tout avec un sourire. Et c'est elle qui m'a donné la plus belle définition de la pauvreté-misère. Elle m'a dit un nous. Oui, ça, il y a un nous. Oui. On ne peut pas faire de cadeaux. On ne peut pas donner. On est dans le fond d'une espèce de trou noir où on peut éventuellement recevoir par miracle, parce qu'il faut se débrouiller et trouver 1000 combines pour donner à manger à son enfant. Mais elle ne peut pas donner. Mais elle m'a donné un sourire et une parole que j'ai en moi aujourd'hui. Et ça, c'est plus que tous les cadeaux de Noël de la période précédente que nous venons de vivre. Voilà. Et à Montpellier, j'ai appris justement ce que c'est que la Noël ici. Dans une galerie marchande pressée par les gens, ceux qui étaient juste derrière moi, et on dit « Ah, il m'a fait un cadeau de temps, donc il faut que je lui fasse un cadeau de temps. » Et ça, c'est des euros. Oui. C'est pas de la vie. Oui. Tandis que elle m'a fait un cadeau que je n'oublie pas. Pourquoi elle est encore pauvre, cette dame? Pourquoi est-ce que vous vous êtes posé cette question-là? Mais bien sûr,
Mais bien sûr. Et en plus, dans ma formation, juste avant de partir en Haïti, j'ai travaillé sur l'œuvre de Jacques Ellul à Bordeaux. Je l'ai rencontré le mercredi après-midi en allant chez lui à Pessac. Et ça m'a énormément aidé. J'ai rencontré aussi François de Ravignan à Toulouse, et qui est venu justement en Haïti, qui fait partie de l'équipe de Dumont, l'Afrique noire est mal partie. On était tous en train de réfléchir parce que c'est invivable, c'est intolérable la misère. Donc tous, on a connu des situations de misère et essayer de comprendre. Et c'est là que c'est difficile, parce qu'il faut apprendre une langue, la langue de la vie, avant de pouvoir réfléchir théoriquement sur les problèmes économiques, sur les problèmes socio-économiques, politico-socio-économiques qui sont créateurs de misère. Mais la misère, pour le dire trop vite, mais je vous fais confiance pour approfondir les choses, c'est le résultat d'une trop grande accumulation. Tout ce qui est voilà, dans l'équilibre de la vie, de cette langue de la vie que j'essaye d'apprendre, où il y a, c'est la langue du partage, la véritable langue de l'intelligence humaine, c'est la langue du partage. Et quand elle se bloque, soit par l'idéologie, soit par la politique, soit par l'économie, etc., donc il y a un petit groupe qui a trop de choses. Et qui crée un déséquilibre où une grande majorité n'a pas assez pour s'accrocher à cette langue. Du coup, elle en crée une autre, d'une certaine manière, pour survivre. Mais c'est une langue très intelligente. L'intelligence de la survie, ça se débrouille dans des impossibles et ça crée des possibles. Et moi, je suis très à l'écoute de cette langue-là, qui, dans l'impossible, crée du possible. Et la misère, c'est qu'il y a une élite qui a trop de choses, qui concentre en elle-même trop de pouvoir décisionnel, trop de pouvoir, d'ailleurs, de représentation, parce qu'ils se représentent les plus pauvres. On a la catégorie de tant de millions, il y en a 9 millions en France, en dessous du seuil de pauvreté. Mais un seuil de pauvreté pensé par ces élites, c'est de la quantité. Oui. C'est de la quantité. C'est pas des gens, oui. C'est pas des gens. C'est un stock. Et l'évangile, c'est des personnes. Jésus qui rencontre, qui va, et c'est ce que j'ai vécu grâce à Haïti, c'est aller, venir, rencontrer, penser à partir des rencontres. Et non pas penser à partir des présupposés d'une compréhension mondiale, universelle. Et c'est aussi des questions que je me pose en enseignant. Qu'est-ce que c'est que la pensée abstraite ? Et comme dit Ricoeur, la pensée c'est indolore. Ça ne fait pas souffrir, la pensée. Alors vous pouvez penser ce que vous voulez. Alors, en vous entendant, je me dis, mais ça y est, il est retombé dans ces ornières qui dénonçaient. Il est dans une idée marxiste. Il y a une sorte de classe possédante et de lutte des classes. Mais en Haïti, c'est pas du tout ça. Il faut rappeler aux téléspectateurs, et on a beaucoup de téléspectateurs africains et peut-être même haïtiens. Donc, mais oui, que je les salue. Voilà, n'hésitez pas. Mais même en Afrique, je suis allé dans plusieurs pays d'Afrique et je voudrais vraiment les saluer. Il faut rappeler que... J'ai chaque fois rencontré une culture étonnante. Haïti, c'est une culture étonnante. Ouais. Oui. Non, ce que je veux dire, voilà, je prends un exemple. Haïti, prenez Haïti. Oui, un exemple d'Haïti. Une formation justice et paix. Et on a des membres de la commission justice et paix du diocèse où j'étais. On essayait d'avoir des membres dans chaque paroisse et même dans chaque communauté de base, puisque c'est dans notre paroisse, entre autres, que les communautés de base sont nées en Haïti. Les communautés l'Église, TKL. Voilà. Bon. Et qui ont contribué au départ de Jean-Claude Duvalier. Il faut reconnaître, quand on est dans le tissu vivant, ça crée toutes sortes de choses, toutes sortes de réactions possibles. Voilà.
Alors, pour ce qui est de la formation de jeunes, parfois analphabètes, on mettait 3 chaises, l'une sur l'autre. Et on se disait, par exemple, pour le repas, il y a un repas par jour quand ça se passe bien. Après, on grignote, il y a d'autres choses, il y a du café le matin, bon d'accord. Mais il y a un seul repas par jour en monde paysan. Eh bien, la maman qui prépare le repas, que l'on prend seule en prenant son assiette dans la petite cabane qui sert de cuisine au feu de bois, prend son assiette, et le premier servi, le premier qu'elle sert dans son assiette, même s'il n'est pas là, mais dans sa pensée, c'est l'homme. Ensuite, c'est l'aîné. Ensuite, c'est les plus jeunes, les filles, et s'il en reste, pour le chien du coin. Voilà. Bref. Donc, c'est la chaise d'en haut, c'est la maman, elle est la chaise du milieu, et les plus petits, c'est la chaise d'en bas. Voilà. Et on peut réfléchir sur la famille, on peut réfléchir sur la société d'une paroisse ou même d'une chapelle, voilà, avec ce système-là. Donc ce que je décris, ce n'est pas le marxisme, même si la théologie de la libération en a pris des aspects, parce que l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Donc l'ennemi des États-Unis, c'est voilà, oui, donc du libéralisme, voilà. Mais le marxisme d'Amérique latine, c'est une simple posture. Ça n'a pas travaillé les gens que j'ai rencontrés. Bon, Gustavo Gutiérrez s'est expliqué là-dessus Et très bien d'ailleurs. Enfin, voilà, les choses sont très claires. Donc moi je le mets, voilà, oui, c'est un des éléments, mais il ne faut pas focaliser comme nous depuis Europe, on pourrait focaliser eux là-bas. Ah bon, j'ai vu voilà, bon. Donc et on voit très très bien que c'est une situation qu'on peut appliquer, mettons, à la société française ou à un couvent dominicain, à toutes les situations. C'est-à-dire que tout se joue dans la chaise du milieu. Oui. Dans la chaise du milieu, soit vous avez une espèce d'ascenseur social, intellectuel ou autre, qui vous fait regarder quelque chose de plus parfait que ce que vous vivez, que ce que vous pensez. Et à partir de cette chaise du milieu, vous êtes attiré pour entrer dans la chaise d'en haut. Et vous ne regardez plus la chaise d'en bas. Et du coup, vous supportez mal la chaise qui est un peu plus haute que vous, oui. et vous ne vous rendez pas compte que vous allez doublement peser sur la chaise qui est en bas. Le problème de l'accumulation, prenons la question de l'estime de soi, pour vous montrer, tout à fait ailleurs. On vous dit que l'estime de soi, c'est dans le fond un équilibre à trouver entre soi, et comme dit Ricoeur, soi comme un autre. On reçoit des autres et on trouve un équilibre dans l'échange, dans le partage. Mais si vous avez une surestime de vous ou une sous-estime de vous, on dit que vous pouvez devenir anorexique ou boulimique, c'est la même maladie. Et c'est ça, la recherche de la vie, la recherche non violente de la vie, c'est une recherche d'équilibre, une recherche de liberté, une recherche de respect, et donc une recherche de partage. Et ça vaut pour la théologie, ça vaut pour la philosophie, ça vaut pour toute la vie. Trouver l'équilibre en se rendant compte qu'on peut peser sur des épaules qui sont plus en dessous de vous selon des critères de quantité. Voilà. Mais le critère de qualité, c'est celui du partage. Et on voit ça dans la Bible.
regardez la question de la manne. C'est extraordinaire parce que le désert, les 40 ans du désert du peuple qui sort de l'esclavage, alors vous voyez que ce thème en Amérique latine, en Haïti, Évidemment, c'est un thème fort. Hein. Ouais. Il sort de l'esclavage pour aller dans la terre de la promesse, la terre de la liberté. La promesse, c'est une alliance entre deux personnes libres qui veulent vivre une alliance. Ben, dans le désert, je prends cette image parce que c'est celle de la misère. Là, il n'y a rien. Il n'y a rien à manger. Le désert, oui, il n'y a rien. Il n'y a rien. Voilà. La misère, il n'y a rien pour vivre. Ce n'est pas la pauvreté. On y reviendra si vous voulez. Dans ce désert, il y a ceux qui disent c'était mieux en Égypte. Il y avait des viandes, il y avait des oignons, il y avait des choses, quoi. C'était mieux. On a ce réflexe de la mémoire, où il y a des moments où c'était plus vert, plus beau, plus ceci, plus cela. Ce qui m'étonne dans la peinture haïtienne, qui est étonnante, de culture de la peinture et de la beauté, Haïti est un pays où il y a des arbres, il y a des vers, il y a des animaux... très colorés. Très colorés, c'est très vivant. Et pourtant, la réalité, c'est que, justement, on a tellement coupé les arbres que c'est un pays où la pluie a du mal. Enfin, l'engrenage de la misère, il y a aussi l'engrenage de l'environnement. Enfin, bon. Ouais. Et là, le peuple récrimine, Moïse s'adresse à Dieu, et il y a le vol d'écailles, et puis la manne. Mais la manne, en même temps que Dieu donne, par sa parole, qu'est-ce qu'il fait? Il dit comment vivre ça pour le bien de la personne et du groupe. Donc, on ne peut pas accumuler. On ne peut pas thésauriser. On ne peut pas thésauriser parce que à ce moment-là, ça devient immangeable parce que les vers s'y mettent, etc. C'est-à-dire que pour qu'il y en ait pour tous, il faut que la parole qui s'adresse à l'intelligence, nous permette de comprendre que c'est seul le partage qui nous permet de vivre ensemble dans des conditions de désert. Et le réflexe de se dire, oui, mais il y a des endroits où c'est plus vert, il y a des endroits où on mange de la viande. Et ça vous crée une élite qui, peu à peu, va ne plus savoir comment communiquer, comment être avec le reste de son peuple. Vous voyez que là, je ne fais pas du marxisme. Non. D'accord. On est d'accord. Non, mais il faut bien qu'on l'entende. Sinon, rien ne va plus pour moi. Alors, vous restez en Haïti pendant presque 20 ans, en fait, et vous rentrez en France. Là, j'imagine que ça a dû être un peu le choc. Enfin, il doit y avoir un moment d'adaptation. Et puis, vous partez presque dans une autre vie, en fait. Alors, est-ce que c'est vraiment une autre vie ? Là encore, oui et non, parce que j'ai la continuité de Saint-Dominique. Est-ce que ce que j'ai vécu en Haïti résonne en moi tout le temps par rapport à la démarche de Saint-Dominique et à la démarche du choix de pauvreté de Saint-Dominique, qui n'est pas la pauvreté franciscaine, qui est magnifique, mais comme on parle beaucoup avec le pape François, de François d'Assise, bien sûr. La pauvreté dominicaine, c'est une pauvreté qui est le choix de moyens simples pour rencontrer les gens là où ils sont, les personnes, pardon. Hein. Oui. Parlez des gens. Voilà. Pourquoi vous n'avez pas le mot gens pour rencontrer les personnes là où elles sont, et si elles sont comme en Haïti dans des conditions de pauvreté, on mange ce qu'ils nous donnent, on dort là où ils nous font dormir, etc., etc. Même si j'avais un petit matelas en tant que Français, etc., dans notre presbytère, on avait quelques petits moyens supplémentaires. Mais par exemple, je me souviens de la première Noël que j'ai vécue en Haïti, le père Salvetti qui m'a accueilli, et qui était anciennement à Montpellier, où je vais revenir en l'an 2000.
on a la messe de minuit. Il m'avait demandé de l'aider parce que la nuit, il y a le tambour, il y a les esprits, il y a beaucoup de choses. En Haïti, la nuit, c'est le domaine dur, quoi. On se protège, on se recroqueville. On avait réussi à faire une messe de minuit, etc. Et puis, tout content, on ferme l'église, on va dans le presbytère. Et là, il me dit « Ah ben, on va faire un réveillon ». Il descend, je ne connaissais pas encore très bien, parce que j'étais arrivé en septembre. Il descend et puis il remonte, dépité, avec une carafe d'eau et 2 verres. Ça, c'est du réveillon. Et il était comme... Mais à ce moment-là, le ciel était tellement beau, avec des étoiles presque à toucher. Je lui ai dit, tu sais, voilà notre réveillon, quoi. Et là, il a commencé à sourire, on a pu trinquer 2 verres d'eau. Donc, cette pauvreté dominicaine, elle nous rend libres. Hein. C'est celle qui a rendu libres Montesinos et Las Casas, quand le gouverneur leur a dit « Votre sermon disant que les Indiens sont vos frères et que vous devez les aimer comme des frères au nom de l'Évangile, sinon vous êtes en état de péché mortel. » Et le gouverneur arrive, qui n'était pas là. Las Casas était dans l'assistance, si vous voulez. Mais il n'y avait pas de concélébration, donc il était... le gouverneur dit à la communauté, vous savez, si dimanche prochain vous dites pas le contraire de ce que vous avez dit, on vous renvoie en Espagne. Et là, Pedro de Cordoba, le prieur, ils étaient en train de manger le soir des salades bouillies avec une goutte d'huile d'olive. Bon, une goutte d'huile. Oh, j'ai dit olive, je sais pas. Oui, une goutte d'huile. On sait pas. On est dans les Amériques. Et dans une petite maison très pauvre, etc. Et il dit carrément au gouverneur, mais vous savez, les valises sont prêtes. On garde notre liberté. Voilà, c'est ça. Et retournant en France, le plus grand choc, c'est plutôt le choc de qu'est-ce que l'on fait de cette liberté en France. On se bat sans cesse et on crée des débats sans cesse à propos de tout et donc de rien. Je suis sidéré par l'absence de gravité de la pensée et de la vie en France. On est à la mode, on est dans l'immédiat. Je ne sais plus où je suis de ce côté-là. Bon, des opportunités se présentent, il faut bien vivre. On me demande de reprendre le centre Lacordaire, qui est un centre universitaire à Montpellier. Oui. Et c'est là que peu à peu, j'essaye de recoller toutes sortes de morceaux. Et j'ai pu rencontrer Michel Henry, qui habitait à côté le grand professeur philosophe plutôt, de Montpellier. J'ai pu inviter René Girard, Paul Ricoeur, plein d'amis que j'ai retrouvés ou que j'ai pu, grâce à eux, essayer de refaire l'unité entre l'esprit, le cœur et le corps. Enfin, voilà. Et ce qui est important, c'est que vous vous êtes beaucoup consacré à des questions intellectuelles. Et il n'y a pas de... dans votre esprit, il n'y a pas de différence, en fait. C'est toujours... voilà. C'est corps, cœur, esprit. Oui, c'est ça. Gardons ça. Mais l'intelligence, progresser dans l'intelligence, voilà. C'est important aussi. Ah oui, tout le temps. En Haïti, avec une petite lampe solaire, ça fait partie du matelas de confort que j'avais, on peut avoir 4 heures de lecture indépendante. Le soleil se couche à 6 heures. Oui. Et donc, on termine, en gros, vers 7-8 heures, et jusqu'à minuit, dans un silence délicieux, qu'on n'a plus ici. Enfin, voilà. J'avais 4 heures de lecture. J'ai jamais autant lu presque qu'en Haïti. Ouais. Et là, je continue. On arrive à la fin de l'émission parce que petit à petit,
Dominique, parce que vous nous avez parlé de Las Casas, évidemment, c'est le héros, mais Dominique, c'est horrible, il a brûlé les cathares, il a fait Non, un abominable. mais enfin, Régis. C'était une petite provocation. Non, Dominique est mort en 1221. Comme j'enseigne l'histoire de l'Église actuellement, pour vous. justement à l'Institut catholique de Toulouse, j'ai pu justement m'intéresser, me passionner pour le Moyen Âge, parce qu'il y a Saint Dominique, justement, au XIIIe siècle, qui est un siècle fabuleux, parce que c'est le siècle du déclin d'une Église de combat, qui envoie des croisades et qui a détruit Jérusalem pratiquement, enfin détruit, tué les habitants. Et Constantinople. Voilà, et tout le reste. C'est l'événement clé. 1206, 1204, la quatrième croisade qui va détruire prendre Constantinople. Et le pape Innocent III, dans une première lettre, ils disent c'est les Grecs, on est supérieurs, donc c'est bien. Mais quand il s'est aperçu qu'il y avait eu massacre, qu'il y avait eu profanation de Sainte-Sophie, qu'il y avait eu toutes sortes de choses atroces qui s'étaient passées, il excommunie les croisés. Et Simon de Montfort et quelques-uns des barons de Paris qui vont faire la croisade contre les Albigeois, eux ont refusé de suivre la croisade et essayent d'aller à Jérusalem par d'autres moyens. Et ils vont revenir frustrés puisqu'ils ne sont pas allés à Jérusalem et frustrés des indulgences des croisés. Et Innocent III dit « mais c'est un malheur ». Notre Église est profondément empoisonnée par le poison des dissidences et des hérésies. Il faut refaire l'unité de l'Église pour reprendre Jérusalem. Et il faut donc une restauration, je ne sais pas, une épuration de l'Occident. Une réforme. Oui, mais plus, vous voyez, une réforme. Et donc, qu'est-ce qui nous plombe, qu'est-ce qui nous empoisonne, qu'est-ce qui nous empêche de vivre cette unité, cette pureté de la foi qui nous permettrait de retrouver Jérusalem. Et c'est donc l'hérésie. Et c'est pour ça qu'il va créer la croisade contre les Albigeois, pour purifier, parce que ces légats et les cisterciens depuis Saint-Bernard, les milices, etc., nous disent qu'il y a des petits renards dans la vigne du Seigneur, et ils décrivent le Toulousain comme le milieu pestilentiel. D'après les réactions de l'époque, nous pensons que 90% des gens du Midi sont des hérétiques dramatiques. Bon, on ne les appelle pas cathares, ils s'appellent les bons hommes. Mais aujourd'hui, c'est pas vendeur, et il se trouve qu'en 1849, un historien de Strasbourg, Charles Schmitt, va inventer le catharisme. Voilà. Mais dans le Midi, nous n'avons dans les milliers de pages d'archives, y compris de l'Inquisition, il n'y a jamais ce mot de catharoi, parce que ça vient du grec, et dans ce Midi, des archives que nous avons, c'est tout en latin ou ou en occitan, si vous voulez, et il n'y a pas ce mot. Ça n'a pas concerné le Midi. Et là, il y avait par contre des bons hommes, des dissidents, des gens qui, dans la difficulté du déclassement de la société du Lauragais et des Pyrénées, vivaient la réforme grégorienne de façon dure. Et donc, ils se débrouillaient autrement. Et ces personnes-là, ces communautés-là, Dominique, qui était là avant la croisade, si je puis dire, depuis 1206, la croisade c'est 1209, et il va à la rencontre. Il n'est jamais entré dans la démarche militaire de Simon de Montfort et des autres. Il était ailleurs, il était dans la rencontre. Voilà. Et oui, en fait...
Il faudrait encore une demi-heure. Mais oui, vraiment. Je suis vraiment désolé parce qu'on arrive à la fin de l'émission et j'avais envie qu'on parle encore de plein d'autres choses. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est que vous nous expliquiez, parce que vous êtes arrivé avec des livres et donc comme ça, on suivra. Ça sera un peu le service après-vente. Hein. Merci. Saint-Dominique en Languedoc, les commencements de l'ordre des prêcheurs. Donc ça, c'est on a le temps quand même d'expliquer. Les cahiers de Fangeau. Oui. Donc depuis maintenant, nous sommes 50, presque 60 ans après la fondation, qui était justement après les films et après Zoé Oldenburg, le bûcher de Montségur, et toute cette littérature et tous les phénomènes du Moyen-Âge dont on parle aujourd'hui. C'est les phénomènes qui ont été médiatisés au XXe siècle avec des films, voilà. La caméra explore le temps, ils sont tous des cathares, tuez-les tous, etc. Ouais. Alors que Saint-Dominique est bien avant, et il est autrement, et même avant l'Inquisition. Il est mort en 21, l'Inquisition c'est 1233. Autre chose. Alors, et dans le même sens, si je puis me dire, le codex. Il y a le codex qui vient de sortir. Oui, c'est ça, et dont vous êtes l'auteur principal avec Adeline Ricois. Oui. Et alors, c'est l'occasion aussi de saluer Codex, qui est une revue qui fait un gros effort sur l'histoire religieuse, en fait. Oui. Et donc, voilà. Donc, c'est le numéro de Codex de janvier. Voilà. Il vient de sortir. Il vient de sortir. Et puis, vous vous intéressez à d'autres choses, comme Laudato Si. Oui. Pour une écologie intégrale. Donc ça, c'est l'Institut catholique de Toulouse qui a organisé un colloque parmi les premiers. Et donc, on a une documentation solide dès la sortie de Laudato Si. Et puis, je travaille à la chaire Jean Rodin de l'Institut catholique de Toulouse et qui aussi par ses réseaux... C'est des choses dont on aurait dû parler, mais... Voilà, par ces réseaux et adossé avec le centre Jean Rodin, la chaire Jean Rodin du centre Sèvres. Et je crois que vous avez accueilli Étienne Grieux. On a fait un entretien. Et ça, c'est magnifique. C'est ma vie actuelle, le partage avec les plus pauvres. Et innovation sociale. Voilà. Merci beaucoup, Gilles Denroch. Écoutez, vous revenez quand vous voulez, parce qu'on a fait la moitié de ce qu'on voulait faire. Eh bien, prenons l'autre moitié. J'ai dit oui et non. Voilà, il faut le faire en 2 fois, en 2 temps. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de KTO, www.ktotv.com, et c'est gratuit. C'est ça le partage. Merci.